Donc je suis un ingénieur de formation central à Lille. J'ai passé la plupart de mon enfance dans des villes moyennes en France. Bayonne, je suis né à Brive. Bayonne, Troyes, Metz, Béthune. Et puis ensuite j'ai fait mes études à Paris. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la mobilité en France et à l'étranger, dans le secteur privé. Et dans le secteur public, j'étais 6 ans en charge de la mobilité urbaine à la métropole de Lyon. Et depuis 6 ans, je m'occupe d'un programme qui s'appelle Mobilité 3.0 dans une association qui s'appelle ATEC ITS France. Et je suis aussi conseiller du président de Transdev, un autre mi-temps. Donc là, mes propos n'engagent évidemment pas Transdev, ils n'engagent que moi, sur ce vaste sujet des mobilités. Alors voilà. On a mis un titre un peu claquant, qu'elle voit entre Greta et les Gilets jaunes. J'aurais pu aussi l'appeler des mobilités justes et décarbonées, et pas juste décarbonées. Vous voyez, c'est quand même un peu le sujet qui nous intéresse, la justice et la décarbonation. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas si simple. Voilà. Alors, je suis un scientifique à la base. Et quand vous êtes dans une démarche scientifique, vous partez pas de vos présupposés ou de vos croyances, vous partez des faits. Donc, toujours revenir aux faits. Le deuxième point, et vous interrogez vos croyances en fonction des faits. Voilà. Ça, je pense que à Polytech, c'est des choses qui doivent vous parler. Et le deuxième point, c'est que le monde est complexe et que croiser des approches qui sont celles des sciences de l'ingénieur, de l'économie, de la géographie, de l'histoire, c'est important pour comprendre le monde. Voilà. On est dans un monde de plus en plus compliqué, on a des sciences de plus en plus pointues et on manque de transversalité. Et souvent, on a des experts dans un domaine, mais on a peu de gens qui parlent de manière un peu transverse. Et quand vous voulez rendre possible le nécessaire, vous êtes obligé d'avoir ces approches-là. C'est ma démarche en tout cas. Alors, premier point, les sources de gaz à effet de serre en France. Donc vous voyez que les mobilités, c'est 30%. Donc ça, c'est un organisme, ne le citez pas, l'organisme de référence sur le sujet des émissions et des polluants. Site internet accessible, ils font un rapport chaque année, c'est une mine de données. Allez-y. Et donc vous voyez que c'est bien la première source d'émissions. Et la voiture pèse 16% dans ces émissions. C'est de loin le plus important. Alors, je vais commencer à taper sur les idées reçues. Donc là, ici, vous avez les émissions et les empreintes par habitant et total en France depuis 1990. Je ne vais pas vous commenter plus en détail, mais globalement, ça baisse. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça baisse. Et que depuis 1990, le PIB a fait plus pratiquement 50%. Et donc on a bien une décorrélation entre la croissance du PIB et les émissions, y compris les empreintes. Par contre, ça ne baisse pas pour la voiture. C'est le seul secteur, les transports, dont les émissions ont augmenté depuis 30 ans. Et depuis la voiture, en 90, on avait 69 millions de tonnes de CO2. On en a à peu près autant en 2019. Donc, c'est un vrai souci. On avait en 2007 une démarche qui s'appelait le Grenelle de l'environnement et qui avait un objectif de baisse de 20% des émissions. Et donc vous avez ici un travail d'un chercheur qui s'appelle Aurélien Bigot, qui a compilé plein de sources de données, et il a regardé les parts modales en kilomètres. Les kilomètres parcourus, parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas le nombre de déplacements, c'est les kilomètres. Et donc vous voyez, l'échelle de droite, c'est la voiture, que globalement, la part modale de la voiture, des VUL et des deux roues motorisées, c'est grosso modo 80% en France. Vous avez ce ratio-là pratiquement dans tous les pays de l'OCDE. Vous voyez la baisse du train qui a remonté avec le TGV, il faut le dire. Et puis ici, la stabilité du transport de personnes par bus et car et l'écroulement des modes actifs. Voilà. On a investi 83 milliards d'euros entre 2007 et 2020 dans les transports publics. 22 dans les TGV, 61 dans les transports en commun urbains, et on a fait 3% de baisse de part modale kilométrique de la voiture, de 83 à 80. Donc on peut se dire, waouh, quand je veux faire moins 55% de baisse d'ici 8 ans, ça interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors avant de dire que les transports publics, ça ne sert à rien, qui serait une première analyse extrêmement rapide de l'affaire,
On en a l'habitude, hein, des analyses rapides, surtout dans ces temps de période électorale. Et une neutralité en 2050, il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé avant de tirer des conclusions hâtives. Alors je vais faire un petit détour sur les raccourcis dans la mobilité et je vais m'inspirer de cette brillante citation de Bernard Shaw qui disait qu'à tout problème complexe, il existe une solution simple, et il ajoutait une solution simple mais fausse. Voilà. Et on est typiquement dans ce schéma-là aujourd'hui, d'une part parce que la mobilité, ce n'est pas une neuroscience, tout le monde la vit au quotidien, on peut en parler, ce n'est pas de l'électrotechnique ou de la micro-informatique, voilà. Et donc ça parle à tout le monde, et tout le monde a un avis sur le sujet. Voilà. Et on est aussi dans un temps, avec les réseaux sociaux, où la distance par rapport à la réflexion est de plus en plus faible, et voilà, on a quand même tendance à ne pas lire et à gober telles que des vidéos ou des discussions sur des sites internet. Alors je vais vous prendre un premier truc, ça c'est un journaliste bien connu du Monde qui vous dit que c'est scandaleux, les gens font vraiment n'importe quoi, 50% des déplacements en voiture sont inférieurs à 1 km. Et il vous sort, il fait référence à cette publication de janvier 2021 de l'INSEE sur les modes de déplacement pour aller au travail. Alors déjà, la moyenne d'une classe de distance ne vous donne aucun enseignement sur la moyenne totale. C'est un truc un peu basique, hein. C'est quand même un point important. Donc on ne parle que des déplacements à 0,1 km. Effectivement, on voit que la voiture, qui est la barre bleue ici, ça fait plus de 50%. Mais il faut lire, toujours, c'est comme les notices d'assurance, l'INSEE, ils ont une petite encadrée qui est illisible ici, mais je vais vous le traduire. Il vous dit que sur ces 1%, j'ai 494 000 personnes, dont 109 000 sont des agriculteurs. Alors, effectivement, l'agriculteur ne fait pas 30 km pour aller dans son exploitation. Et puis vous avez aussi des infirmières ou des infirmiers qui sont libéraux et qui ont 30 ou 40 rendez-vous dans la journée. Et ça, effectivement, forcément, le premier, comme ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas le faire assez loin, ils vont le prendre plus proche. Et donc ça fait 385 000 personnes au total. C'est 1% de la population active. On prend ces 1% et on vous fait un discours général pour dire les gens font n'importe quoi. Ils prennent la voiture sur des très courtes distances. Alors, allons un peu plus loin. On lit et on entend, et quand je suis arrivé à la métropole de Lyon, tout le monde disait ça, la moitié des déplacements en voiture sont inférieurs à 3 km. Qu'est-ce qu'un déplacement? Un déplacement est défini par son motif. Donc je vous fais un petit schéma, je suis un bon père de famille, je pars de chez moi, je vais poser mes enfants à l'école, 1 km, et ensuite je vais aller travailler 25 km, ça fait 2 déplacements. Le soir en rentrant, comme je déteste perdre mon temps et que j'optimise mes journées, je passe faire des courses et je rentre à la maison, ça fait 4 déplacements. Et si entre midi et 2 je vais aller travailler, ça en fait 6. Donc on est des logisticiens, on optimise nos journées, on optimise notre temps, puisque le temps dans une société d'abondance comme la nôtre, c'est la ressource rare par excellence. Et c'est ce qu'on déteste perdre. Et quand vous regardez les déplacements en voiture qui ne sont pas chaînés comme cela, qui sont donc vraiment avec un seul motif, vous vous rendez compte qu'il y a la moitié pratiquement des déplacements en voiture qui sont chaînés, c'est-à-dire qu'on enchaîne sur des différents motifs, et que 45% des trajets domicile accompagnement enchaînent sur le travail, et qu'un tiers des trajets travail-achat et des travail-accompagnement enchaînent sur le domicile. Donc on a une masse de déplacements qui sont coordonnés, qui sont très importantes. Quand vous les retirez, ce qu'a fait l'agence d'urbanisme de Bordeaux, quand vous retirez ces déplacements chaînés, vous ne regardez que ceux qui sont solo en voiture, déplacement inférieur à 1 km, 2%, entre 1 et 2 km, 5%. Voilà, 7%. Vous avez la même chose sur Lyon, pratiquement sur Lyon. Donc, il y a des gens dans la population qui ne peuvent pas faire du vélo, qui ne peuvent pas marcher, soit parce qu'ils ont des choses lourdes à porter, soit parce qu'ils sont physiquement diminués. Je rappelle qu'on a quand même 20% à 30% de la population qui fait plus de 60 ans dans ce pays. Donc c'est voilà. Ceci pour dire que attention aux raccourcis. Et j'allais dire, le problème avec ça, c'est que si vous considérez que les gens c'est toujours les autres, hein, c'est jamais soi,
font des choses aberrantes, la suite logique, c'est de dire il va falloir les éduquer. Vous voyez? On commence à arriver dans des logiques que je qualifie de totalitaires en termes de mode de pensée. C'est-à-dire que quelqu'un a la connaissance, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qui est bon pour l'autre, et donc il faut les amener à faire ce qui est bon pour eux. Voilà, attention, Jean-Jacques Rousseau raisonnait comme ça, on sait à quoi ça a conduit. Voilà, et on oublie une chose, c'est que ce sont les localisations qui structurent des déplacements. Là, il y a deux localisations importantes, c'est là où j'habite et là où je travaille. Et désolé de le dire, je vais le montrer après, ces deux lieux se sont considérablement éloignés depuis 40 ans dans ce pays. Alors, quelle heure il est? Il ne faut pas que... Je vais passer là-dessus, on y reviendra peut-être après. Autre, alors je suis à Montpellier, je ne pouvais pas ne pas en parler. Les transports publics gratuits, autre équation simple, égale moins de voitures. Voilà. Donc, ça supposerait que si les gens ne prennent pas les transports en commun, c'est parce que c'est trop cher. Et donc on a un problème de demande, pour parler comme les économistes. Aujourd'hui, vous avez des services de mobilité qui sont concentrés dans les centres urbains. L'offre de transport en commun pour desservir le centre urbain avec toutes les communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans la ville-centre, ce qu'on appelle une aire urbaine, voilà, elle est totalement insuffisante. Je vais vous l'illustrer. Vous avez sur Lyon, ça c'est la ville de Lyon, j'ai le même schéma sur Bordeaux et un peu partout, vous avez des TER qui sont complètement saturés en heure de pointe. 35 000 voyageurs. J'ai 220 000 personnes qui travaillent sur la métropole de Lyon sans y habiter. 35 000, 220 000. Résultat, j'ai 200 000 voitures qui rentrent chaque jour sur la métropole de Lyon. Et vous avez la même chose à Paris. Les 2/3 du trafic dans Paris ne sont pas le fait de Parisiens, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Vous avez la même chose sur Bordeaux, qui est 2 fois plus petit comme aire urbaine que Lyon. Vous avez 100 000 personnes qui travaillent sur Bordeaux sans y habiter. C'est quoi l'offre de transport? Rien, très peu. Donc on peut rendre gratuit un truc qui n'existe pas, ça ne changera rien, les gens continueront à prendre la voiture. Et au contraire, vous vous ruinez. Vous vous ruinez. Aujourd'hui, l'usager ne paye qu'un quart des coûts d'exploitation des TC, des transports en commun. Ce chiffre était de 70% en 1975 et il est toujours de 75% en Allemagne. Les Allemands sont 5 points devant nous en termes de part modale des transports en commun. C'est plus cher et ils le prennent plus. C'est quand même un modèle qui devrait nous interroger. Alors je vous montre effectivement l'évolution du ratio recettes sur dépenses, et on voit ici qu'on était effectivement à ce niveau-là en 1975 et qu'aujourd'hui on en est là, on est autour d'un quart. Lyon, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, a fait diminuer de 40% la part modale de la voiture, et c'est la seule ville en France où ce ratio recettes sur dépenses, donc recettes commerciales, donc le prix de vente des tickets sur les dépenses d'exploitation du réseau est de 60%. C'est la seule ville en France. Et c'est la seule ville qui a fait aussi baisser de 40% la part modale. Pourquoi? Parce que comme ils avaient une bonne situation financière, ils ont investi 1 milliard d'euros par mandat depuis 25 ans. Bam, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre. Et quand vous avez une offre de qualité, les gens la prennent. Voilà, ça vous avez le déficit public par voyage en France. Vous avez ici Lyon, entre, on voit très mal, entre 1995 et 2015, en 20 ans. Donc Lyon a fait baisser le déficit par voyage de 30%. C'est-à-dire qu'à Lyon, chaque fois que quelqu'un prend un transport, la puissance publique met 37 centimes d'euros. Ailleurs en France, elle met 1,70 €. C'est une impasse. C'est une impasse. Et la part modale de la voiture est beaucoup plus faible ici qu'ici. Autre raccourci saisissant, plus de vélos égale moins de voitures. J'ai fait beaucoup de vélos. Voilà. J'allais travailler à la métropole de Lyon en vélo, je faisais 40 km par jour, donc je sais ce que c'est. Le vélo, c'est un super outil. C'est un super outil, pourquoi? Parce que c'est un mode individuel, donc déjà je le prends quand je veux. Il est économe en espace public, et la ressource rare quand vous êtes en ville, c'est l'espace public. Il est peu coûteux pour vous et pour la collectivité. Et en ville, il a une vitesse similaire à la voiture. Grosso modo, entre 10 et 20 km/h, suivant votre coup de pédale ou l'assistance électrique. Voilà. Le problème du vélo, c'est sa portée. Vous faites 5 à 10 km par trajet, 20 km par jour, faites-le, et on en rediscute, vous verrez que c'est quand même quelque chose. J'ai comparé l'agglomération de Lyon avec 3 villes championnes du vélo. Donc Amsterdam, Strasbourg, Copenhague.
Et j'ai regardé les parts modales de la voiture, des transports en commun, du vélo, marche à pied. Ce qui est intéressant, c'est regarder vélo plus marche à pied, les deux font 47%. Sauf ici, ça fait 50%. Mais sinon, ça fait 47%. Les vases communicants se font entre la marche à pied et le vélo. Les villes où le vélo est très développé sont les villes où on marche le moins. Et regardez la part modale de la voiture, où est-ce qu'elle est la plus faible? À Lyon. Pourquoi? Parce que la part modale des transports en commun est super forte. Une fois de plus, l'intention ne suffit pas. Il faut regarder l'objectif. Et l'objectif, c'est de faire baisser l'usage de la voiture. Ce n'est pas de faire monter le vélo. Voilà, ça, c'est le problème des militants, c'est qu'ils ont un objectif, mais ils oublient la finalité. Et sans doute que l'usage du vélo dans les villes moyennes, qui sont de diamètre beaucoup plus faible, serait très intéressant, ou en intermodalité, c'est-à-dire je prends mon vélo, je vais à un parc relais, que ce soit TER, d'un car et d'un tram, et des longs trajets, je le fais ensuite en transport en commun, en ayant l'assurance de retrouver mon vélo le soir quand je rentre, évidemment. Donc il faut des parcs relais sécurisés. Et les pistes cyclables, ce n'est pas dans les centres-villes qu'il faudrait les faire, mais c'est sans doute dans les liens avec la première couronne. Donc voilà, là aussi, il faut raison garder. Je vous ai fait un traitement statistique entre la part modale du vélo et celle de la voiture sur les trajets domicile-travail. Il n'y a aucune corrélation, on ne peut rien dire. Voilà. Autre point important, sur l'enquête nationale transport-déplacement, vous avez ici les pourcentages de kilomètres réalisés par classe de distance. 77% des kilomètres parcourus sont le fait de trajets de plus de 10 km. 77%. 90% de plus de 5 km. On est sur des trajets aujourd'hui qui sont beaucoup plus longs qu'avant. Et donc, faire le vélo, c'est bien, mais attention, on va projeter votre mode de vie sur tout le monde. Tout le monde n'habite pas à côté de son lieu de travail, loin s'en faut. Voilà, donc je vais passer assez vite, mais partir des faits, se méfier des conversations de bistrot, parce qu'on a vite fait de dire des bêtises. Et je vous cite et je vous renvoie à Max Weber, un sociologue, qui parlait de l'éthique de conviction versus de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Zilberzahn qui a fait une excellente conférence sur le sujet. Je vous invite à la regarder sur Internet, sur le militant contre le politique. L'éthique de conviction ne va pas s'attacher à la conséquence de ses actes. Le politique va regarder la conséquence de ses actes et en fonction de la conséquence, il va sans doute ajuster sa décision. C'est toute la différence. Voilà. Et il faut aujourd'hui retrouver ce lien entre politique et science, entre les faits. La science s'intéresse à ce qui est vrai, le politique à ce qui est juste. Et les deux ne sont pas incompatibles, mais si les deux ne dialoguent plus, on arrive à des situations absurdes et on va dans le mur, en fait. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques clés de lecture maintenant sur les mobilités. Premier point, vous avez ici l'évolution du PIB en France par habitant entre 1800 et 2020. Donc, vous voyez qu'il s'est passé un truc qui s'appelle la révolution industrielle et on a fait un bond juste fantastique en PIB par habitant. Et entre 1900 et aujourd'hui, on a multiplié notre niveau de vie par 10. Je vous ai mis la conséquence de ça, l'espérance de vie et la mortalité infantile. En 1945, on mourait à 63 ans. Donc autant vous dire que la question des retraites ne se posait pas. Voilà. Ne se posait pas. Évidemment, aujourd'hui, vous êtes à 83 ans, donc ça se pose. Et puis, l'espérance de vie en 1945, c'était celle de l'Afghanistan aujourd'hui. On est dans un autre monde et personne ne s'en rend compte. On est dans un monde d'abondance. Et quand vous êtes dans cette abondance, quand vous n'êtes plus dans la survie, la ressource rare, c'est le temps. Et voilà, c'est pour ça que les usagers, si maintenant je prends une grille de lecture sur les acteurs, les objectifs et les ressources rares, la grille des économistes, l'usager, il est focalisé sur le temps de parcours. Il faut aller vite. Je ne veux pas perdre de temps. C'est pour ça qu'on fait des TGV, hein, pas pour autre chose. L'acteur public, lui, son horizon, c'est l'accessibilité des territoires. C'est comment je permets à des gens qui habitent dans ma commune, dans mon communauté de communes, j'ai été élu pendant 12 ans dans le périurbain lyonnais, comment je leur permets d'aller à l'école, d'aller au travail, d'aller faire leurs courses, etc. Et donc c'est vraiment ça qui me mobilise. Et quand je suis en ville, j'ai une ressource rare, c'est l'espace public. La voiture, c'est une invasion. Donc il faut absolument que j'arrive à garder le fonctionnement de ma ville. Et pour ça, il faut que je limite la congestion. Et puis on les oublie souvent, ceux-là, les fournisseurs de services, il faut juste qu'ils vivent. Il
Il faut que la colonne recette soit un peu supérieure à celle de dépenses, sinon il meurt. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas considérer que cet acteur-là ou que celui-là ou que celui-là. Le bon compromis, ce sera celui qui se fera effectivement au centre. Et donc, la mobilité qui sera vraiment intelligente, c'est celle qui conjugue des enjeux publics et individuels. Ce n'est pas simple, parce que plus vous allez vite, plus vous consommez de l'espace. Plus vous allez vite, plus vous consommez de l'espace. Et donc, l'acteur public en ville, il va lutter contre la vitesse. C'est pour ça qu'on a ces débats sur la ville à 30 km/h, etc. Il va lutter contre la vitesse. Mais l'usager, lui, il veut de la vitesse. Donc vous voyez, si la politique, c'était simplement l'addition d'intérêts individuels, ça serait super simple. Il suffirait de faire des chèques. Certains font ça en ce moment. Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Et donc, il faut faire des arbitrages. Alors, je vais passer aussi assez vite. Vous êtes des ingénieurs, je vous ai mis ça. Cette fameuse courbe débit-vitesse, peut-être que vous connaissez. Donc vous avez la vitesse et le débit. Et donc vous voyez que quand la vitesse augmente, le débit augmente. Voilà. Vous imaginez assez bien que plus je vais vite, plus je fais passer de véhicules. Mais au bout d'un moment, quand je arrive à la saturation de ma voie, le débit s'écroule. Donc on arrive à dire à des gens, c'est là que faut réaliser quand même un peu la chose, c'est que pour que tu arrives plus tôt à destination, il faut que tu roules moins vite. C'est juste totalement contre-intuitif. Donc pour aller plus vite, il faut aller moins vite. Et donc ça, c'est parce qu'on a une ressource rare qui s'appelle l'espace de voirie, qui est l'espace public. Et donc ce qui va vraiment mobiliser les acteurs publics, c'est le débit. Comment je fais circuler un maximum de personnes sur ma voie, sur mon réseau de transport, etc., etc., en évitant la congestion. Vous aurez les slides, je ne vais pas les commenter, ça serait un peu trop long, mais simplement pour vous dire que la voiture est quand même un super outil parce qu'elle permet un débit fort, c'est un mode de transport individuel et qui va vite. Et ça, c'est un super outil. Et en ville, c'est un problème. Et donc, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Et vous voyez que le transport public, un RER, c'est 34 000 personnes par heure quand la voiture est en grosso modo à 2 000. 34 000. Le métro est à 8 000, un tramway à 5 000, un bus à 3 000. Donc les débits sont extrêmement forts. Les TER, je vous ai mis ça parce qu'en fait, sur Paris, un RER, ça marche vachement bien. Mais un TER en province, c'est au mieux tous les quarts d'heure en heure de pointe, mais en général, c'est à la demi-heure, voire à l'heure. Et en fait, on a des capacités qui sont extrêmement faibles du fait de la faiblesse de la fréquence. Alors, l'autre grille de lecture, c'est les urbanistes qui vous disent la mobilité, c'est 3 systèmes. C'est un système de transport, un système de localisation et des activités. Voilà. Ils définissent la ville aussi comme ça. Ils disent que c'est des flux, des lieux et des interactions sociales. Et la localisation, comme je vous le disais, ce qui est vraiment important, c'est là où j'habite et là où je travaille. Et la ville, c'est vraiment ça. C'est la multiplication des opportunités. On est dans un monde d'opportunités. Pourquoi il y a peut-être plus de divorces aujourd'hui qu'avant ? Je vais me hasarder dans une analyse un peu foireuse. Le choix est beaucoup plus important dans une ville que dans un village. Voilà. Et vous êtes dans une société des inconnus. La ville, c'est la société des inconnus. Dans un village, tout le monde vous connaît. Donc vous faites gaffe à ce que vous faites. On est dans un carcan social qui est quand même beaucoup plus fort. Donc si vous voulez, le retour à la terre, qui est parfois prôné, me laisse un peu sceptique. Je doute que beaucoup de gens y adhèrent. Voilà. Et la ville, c'est le lieu de l'intensification des interactions sociales. C'est vraiment ça qui est important. On cherche à remplir nos agendas. Relisez Pascal. Voilà. Rien n'est plus difficile à un homme que de rester assis sur sa chaise à ne rien faire. Et la vitesse est l'outil de maximisation des opportunités. La vitesse n'a pas que des désavantages. C'est ce qui a permis à des gens de se trouver des logements un peu plus loin, en kilomètres, mais pas tant que ça en temps. Vous voyez, la ressource rare, le temps, qui correspondait mieux à leurs besoins. C'est ce qui a permis de sortir des entreprises du simple cœur de ville pour les mettre en première ou deuxième couronne. Vous voyez, ça a permis un peu de déconcentrer. Et la ville, c'est toujours une recherche d'équilibre entre la densité et la vitesse. C'est toujours ce combat-là. Voilà. Et donc, il faut tenir ça, il faut avoir ça prendre ça en compte. C'est pas si simple. Alors, je vais vous maintenant la grille de lecture des géographes et des historiens. Vous avez sur cette carte la création, la destruction d'emplois depuis 20 ans dans le pays. En jaune, ça crée de l'emploi. En bleu, ça en détruit. Donc vous êtes là, vous n'en êtes pas si mal tiré. Et vous voyez qu'on a un phénomène, ce fameux U, ici, avec l'Île-de-France. On voit que les emplois se sont concentrés dans les métropoles. Pourquoi ? Après
les années après la guerre, il a fallu reconstruire le pays. Et donc, les gens se sont retroussés les manches et on a réindustrialisé ce pays. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu un certain nombre de plans Monnet, Jean Monnet, qui ont œuvré et on a construit un certain nombre d'usines. On était dans une économie de rattrapage, d'équipement des ménages, des tracteurs pour les agriculteurs, tout ce qui était équipement de la maison, etc. Et donc, une foultitude d'usines qui étaient ici un peu partout disséminées sur le territoire. Dans les années 80, quand d'autres pays commencent à faire les mêmes produits que vous et que vous êtes beaucoup plus cher, c'est compliqué. Et donc, vous êtes obligé de bouger. Et quand vous n'avez pas de matières premières ou pas de main-d'œuvre bon marché, votre porte de sortie, c'est des produits un peu plus haut de gamme. Ça passe par l'innovation. Et l'innovation, elle se passe dans les villes. Pourquoi? Parce que c'est là que se localisent les ressources humaines, les techniciens, etc. Polytech, c'est à Montpellier, c'est pas dans le Cantal. Et ça sera jamais dans le Cantal. Voilà. C'est ici que ça se passe. C'est dans les villes. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Alors, ça se passe dans les métropoles, mais toutes les métropoles ne s'en sortent pas. Nice et Rouen sont par exemple des métropoles en déshérence. Elles perdent des emplois. Et vous voyez que Bayonne, qui n'est pas une grosse métropole, s'en sort plutôt très bien. Pourquoi? Parce que le taux de formation à Bayonne est 4 points plus élevé que dans les autres territoires. Ils ont des gens formés. Quand vous avez des gens formés, le chômage est bas, tout simplement. Donc ça, c'est l'histoire un peu de ce pays. Donc dire que les métropoles ont piqué l'emploi aux zones centrales ou périphériques, c'est juste une fois de plus un discours un peu victimaire et surtout qui est complètement faux. Heureusement que les métropoles ont créé de l'emploi, parce que les autres emplois se sont déjà barrés. Donc heureusement qu'elles ont créé de l'emploi, sinon la situation du pays serait catastrophique. Laurent Davézy, qui est un géographe et un économiste bien connu, il vous montre que les territoires, la différence, les taux de destruction d'emplois sont à peu près partout, c'est les taux de création d'emplois qui sont différents. Voilà. Et donc il y a des territoires qui en créent d'emplois et d'autres pas. Le deuxième point, c'est on a eu une attractivité des métropoles. Donc, qui dit attractivité dit plus de monde sur un espace restreint et les biens communs que sont, enfin les biens rares que sont le logement ont augmenté. Ils ont augmenté en centre-ville, mais ils ont aussi augmenté en première cour. Un, deux. Voilà. Pourquoi on a dit l'étalement urbain, c'est pas bien. Il faut absolument arrêter l'étalement urbain. Donc l'État a dit on va limiter la croissance de la population en première couronne. Pas plus de 1%, voire moins. Vous avez, de l'autre côté, une génération de gens qui, dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, sont arrivés dans le périurbain, et je pense qu'il y en a certains qui se reconnaîtront dans cette salle, en disant je vais pouvoir profiter des avantages de la campagne et de la ville, puisque finalement je serai à 15-20 minutes de mon lieu de travail. Ils sont arrivés sur des villages, les agriculteurs ont été très contents de voir arriver des urbains qui allaient leur racheter leur terrain à 100 € le mètre carré, alors que ça vaut 1 € le mètre carré. Et comme les terrains étaient dans la main de quelques particuliers, ça a plutôt très bien fonctionné. Mais ces gens-là, une fois qu'ils sont arrivés, ils se sont dit « je veux garder l'esprit village ». Donc ils ont mis à leur tête des maires qui ont verrouillé l'urbanisation. Donc vous créez de la rente, un peu comme les taxis si vous voulez, vous créez de la rente, le prix de vos maisons augmente, plus l'attractivité, ça a conduit à effectivement une multiplication par 3 des prix de l'immobilier en 20 ans dans les villes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez plus vous loger au centre, quand vous ne pouvez plus vous loger en première couronne, ben vous allez en deuxième ou en troisième couronne. Donc la lutte contre l'étalement urbain a produit exactement l'inverse de l'objectif recherché. Une fois de plus, voilà, il faut regarder l'efficacité de nos actions. Dans ce pays, on privilégie l'intention, c'est l'intention qui compte. Ah, si vous avez des bonnes intentions, c'est bien. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il faut quand même être un peu plus efficace. Et donc ça a conduit ceci, je vous montre ça, c'est l'aire urbaine de Lyon, donc c'est l'ensemble des communes de la métropole sur l'aire urbaine de Lyon, dont au moins 40% des actifs travaillent sur la métropole. 68, 90, 2011, j'arrive pas bien à lire. En blanc, vous habitez, vous travaillez dans la même commune, en rouge, vous faites 50 km. Vous avez ça pour toutes les agglomérations françaises. C'est ce qui s'est passé dans ce pays, et c'est normal. Quand vous concentrez l'emploi dans une ville, on ne peut pas loger tout le monde dans la ville-centre, c'est physiquement impossible. La question, c'est comment j'organise ça. Donc j'ai une augmentation des flux depuis l'extérieur des métropoles. Toutes les villes dans le monde connaissent ça. Voilà. Et comment sont gérés ces flux? Eh bien, comme notre système de transport en commun n'a pas accompagné ça, ces flux sont gérés en voiture. Et c'est ça le problème. Et ça fait l'essentiel des kilomètres parcourus. Alors ça a un autre impact aussi,
c'est la typologie des ménages. Les villes-centres, c'est le lieu des ménages seuls, à deux et sans enfants. Vous avez ici en bleu, ça c'est Paris, vous reconnaissez, en bleu c'est les ménages 1 à 2 personnes, et puis ici plus de 3 c'est ici. Ça c'est Montpellier. Voilà. Donc voilà, Montpellier c'est la ville des étudiants, des ménages, mais ce n'est pas la ville des familles. C'est pareil sur Lyon, c'est partout pareil. Donc vous voyez, on commence à avoir des typologies, une sociologie des habitants qui est quand même très différente. Alors j'ai regardé aussi sur l'INSEE qui nous a produit ce tableau que j'ai mis en pourcentage en 2021, et il vous classe les aires urbaines en fonction de la taille, la commune-centre, première couronne, le périurbain, et puis on va dire le rural complet, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas polarisés sur les villes. C'est très intéressant ça, regardez ça. Premier point, 50% de la population française habite en zone rurale. Le périurbain, c'est du rural. 50%. Donc le discours, les 2/3 ou les 3/4 des Français habitent en zone urbaine, on confond l'aire d'attraction économique et là où j'habite. Et là où j'habite, c'est 50%, on habite en zone rurale dans ce pays. Autre point important, ça Madame Hidalgo, je pense, l'a compris un peu tard, 8% de la population habite dans les communes-centres. Et quand vous alignez le prix du diesel en 2018 sur celui de l'essence, c'est plutôt les habitants ici qui demandent ça, et ceux qui vont en pâtir, c'est eux. 8, 50. Voilà, petit cours de géopolitique rapide. Vous avez aussi, ce qu'on trouve dans toutes les grandes agglomérations, c'est que pour un habitant dans la ville-centre, j'en ai un autre en première couronne et j'en ai 2 autres à l'extérieur. D'où ces flux, d'où la masse des émissions de CO2 générées entre ceux qui habitent là et qui doivent travailler là et là. Et puis, vous avez 50% de la population française qui habite en couronne de grandes agglomérations. Les situations sont différentes. Alors voilà, bon, je vais passer là-dessus, c'est les navetteurs, ça c'est Montpellier, et on voit très très bien Montpellier, les flux, domicile-travail, sur la ville de Montpellier. Et ici, vous avez la part des gens qui vivent et travaillent dans la même commune. Et plus c'est rouge, moins cette part est élevée. Donc vous voyez, on voit bien le phénomène de navette également sur Montpellier. Alors, quand on regarde maintenant les enjeux territoriaux, donc je vais reprendre rapidement. Transport 30%, 16% la voiture, et centre-périphérie 5%, la première couronne 1%, le périurbain 3%, entre aire urbaine 2% et la grande distance 5%. Voilà. La ville-centre 0,2%. Voilà. C'est là où on a fait le report modal. On a mis 60 milliards là-dedans. On a mis 60 milliards pour 8% de la population. Ça a super bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, ça pèse juste rien, en fait, en émissions de CO2. Donc, faire des transports en commun ou des pistes vélo dans les centres-villes, ça ne sert à rien. Excusez-moi de le dire un peu brutalement, mais ce n'est pas là où sont les enjeux. Les enjeux, ils sont sur les liens centre-périphérie et en première couronne. C'est là où il faut faire le job. Et les choses bougent. Donc, dans les centres urbains, les quais du Rhône à Lyon en 89 et aujourd'hui, donc c'est super plus agréable. Donc vous voyez que les choses ont bougé. Il faut arrêter de dire que rien ne se passe dans ce pays, que nos gouvernants sont tous des nuls. C'est pas vrai. Regardez la place Vendôme dans les années 60, je pense, quand je vois la marque de la voiture. Et aujourd'hui, on a viré la voiture des centres-villes. Montpellier, voilà, un maire bien connu a fait le job aussi, avec les tramways notamment. On rend les villes plus agréables, avec un cadre de vie plus agréable. Mais les choses bougent, mais uniquement dans les centres-villes. Alors quand vous croisez ça avec l'enquête sur l'usage de la voiture, vous vous rendez compte qu'un ménage parisien fait en moyenne 3300 km en voiture, quand dans les couronnes, vous êtes entre 17 et 20 000. Donc effectivement, eux, ils ont les solutions alternatives à la voiture. Et comme les gens ne sont pas idiots, quand elles sont bien faites, on les utilise tout simplement. Et vous avez ici, en bleu, la part modale kilométrique de la voiture et en orange, des transports en commun. En Île-de-France, vous avez... pardon, ça c'est hors Île-de-France, ça c'est en Île-de-France. En Île-de-France, vous êtes à 42% de transports en commun, 52% voiture. Donc on a un truc qui est quand même très différent du reste de la France. Le reste de la France, c'est 85-10. Parce qu'on a le système de transport en commun le plus dense du monde en Île-de-France. Et donc, prendre sa voiture en Île-de-France, c'est idiot. Et comme on n'est pas idiot, on ne le fait pas. Les Parisiens ne prennent pas la voiture. Les 2/3 des ménages parisiens n'ont pas de voiture. Et le 2/3 du trafic dans Paris n'est pas le fait de Parisiens. Voilà, parce qu'ils ont juste un super système de transport en commun.
Voilà. Alors, autre point, sur les revenus maintenant, puisqu'on est sur le registre de l'équité, donc c'est totalement illisible de loin, et en plus le vidéo est un peu fatigué, je vais vous commenter. Vous avez ici les revenus, alors il y a moyen, suivant que vous êtes une personne seule avec des enfants, etc. En jaune, c'est la moyenne. Donc la médiane, ici, le 5e décile de revenus, en France, en médiane, c'est 2500 € par ménage. Vous êtes en premier décile, les plus pauvres sont à 1150 et les plus riches sont à 5000. On n'est pas dans une société inégalitaire. Je suis désolé de le dire, ça va peut-être choquer, mais on serait inégalitaire. Vous aurez ici des revenus très bas et puis des revenus très hauts ici. Non, on est quand même sur une assez belle droite avec un écart moyen de 1 à 4 entre les plus riches et les plus pauvres. Vous regardez maintenant le budget global logement plus transport, puisque c'est souvent comme ça que se font les arbitrages, et vous vous rendez compte, je vais vous mettre le résultat ici, grosso modo, on consacre un peu plus d'un tiers de notre budget entre logement et mobilité. Mais il y a des grosses différences. Les propriétaires, c'est 28%, les locataires, 42%. Donc un locataire, aujourd'hui, il paye très cher. Ça coûte extrêmement cher. Ça ne dépend pas tellement des déciles de revenus, ça dépend vraiment de ce statut-là entre propriétaire et locataire. Donc il y a quand même des grosses disparités. Vous connaissez cette courbe, l'indice de Gini? C'est quoi l'indice de Gini? Quand on mesure les inégalités, il y a deux manières de le faire. Soit on fait une inégalité ponctuelle, on va comparer les 10% les plus riches aux 10% les plus pauvres, soit on compare l'ensemble des revenus, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gini, c'est-à-dire l'indice de Gini, on trace l'ensemble de la courbe des revenus. Et si j'étais vraiment par décile de revenus, si j'étais une société égalitaire, ça serait une droite à 45 degrés, c'est-à-dire que 10% des gens gagneraient 10% des revenus, 20%, 20%, etc. Et on mesure, ça c'est la courbe réelle des salaires, des revenus, et donc on regarde la différence entre les deux aires. Plus vous êtes à 1, proche de 1, plus c'est inégalitaire, mais c'est une inégalité globale. Plus vous êtes proche de 0, plus c'est égalitaire. La France est un des pays les plus égalitaires au monde. On est à 0,29, et vous voyez ici l'indice de Gini depuis très longtemps, 75. Depuis 85, il est à peu près stable. Il a monté ici avec la crise et il est revenu ici à 0,29. La Scandinavie est un peu plus bas que nous. Ce sont les sociétés les plus égalitaires au monde, mais on n'est vraiment pas loin. Et vous avez aussi le rapport interdécile qui est pareil. Vous êtes sur un rapport de 1 à 4. Je vous ai mis les courbes de Piketty qui vous dit ça aussi. Il regarde le top 10% dans la part des revenus. Et vous voyez que ça n'a pas bougé depuis 85. Ça a explosé aux États-Unis. Les inégalités ont explosé aux États-Unis, pas en France. La France, ce n'est pas les États-Unis. Donc attention au discours qu'on propage. Et ça, c'est le même Piketty qui vous fait ça en regardant les 40% les classes moyennes et les 50% en dessous de la médiane. Et on voit qu'on a une stabilisation ici, une baisse importante ici sur le 10%, la part des 10%. Donc, il n'y a pas de grosse inégalité globalement dans ce pays. Par contre, quand vous regardez territorialement, ça c'est l'indice de Gini territorialisé. En bleu, il est très bas, 0,27. En rouge, il est très fort, 0,4, c'est fort. Regardez ça. Donc on a des différences énormes. Je vous l'ai mis, mais regardez avec les résultats des élections, c'est la même carte. Qui a voté Le Pen? Voilà. Hormis les centres-villes, parce que c'est une sociologie particulière, regardez, ce sont des cartes qui sont extrêmement proches. C'est là où les inégalités sont les plus fortes. Et vous regardez aussi, par classe de revenus, les kilomètres parcourus sur les mobilités du quotidien. Et vous vous rendez compte que le discours de dire « ouais, c'est les 10% les plus riches, il n'y a qu'à taxer les plus riches, etc. » Les 10% des plus riches, ils font 12% des kilomètres. Ceux qui sont dans le 8e et 9e décile font 12%, etc., etc. Les plus pauvres se déplacent un peu moins, c'est normal. Oui, j'allais dire c'est normal. Quand vous êtes vraiment limite, vous vous déplacez moins. Mais on constate quand même une répartition assez homogène sur les classes de revenus. Ce qui veut dire, ma conclusion est la suivante, c'est que la décarbonation des mobilités, ça va toucher tout le monde. Tout le monde. Et c'est bien ça qui est compliqué. S'il y avait qu'à taper sur 10 ou 20% qui étaient fortunés pour redistribuer aux autres, ça serait super simple. Et on le ferait sans hésiter. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, ça va toucher tout le monde. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, solution. On a 3 leviers sur la baisse des émissions. Les émissions unitaires, les kilomètres parcourus et le taux de remplissage. Véhicules électriques pour les émissions unitaires, et avec le taux de renouvellement du parc actuellement, on peut espérer qu'en 2030, on aura baissé de 20% nos émissions.
Ce qui veut dire que les deux autres termes de l'équation doivent faire 44% pour atteindre moins 55%. Et donc, je vais aller directement au but. Il y aura deux leviers majeurs, l'urbanisme et le report modal. Alors l'urbanisme, c'est simple. J'aurais pu en parler de celle-là aussi. Il faut, pour les déplacements de proximité, favoriser les modes actifs, la marche et le vélo. Proximité, c'est amener ses enfants à l'école, aller faire ses courses, aller, etc., etc. Ce qui suppose que ces services existent à proximité. C'est la ville du quart d'heure. Alors désolé pour Carlos Moreno, elle existe déjà. Par contre, ce qui reste à inventer, c'est ce que Singapour a mis dans sa stratégie, c'est la métropole des 30 minutes ou des 45 minutes. C'est-à-dire que sur le domicile-travail, aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen que la voiture. Et il faut donc déployer des transports en commun rapides pour les déplacements longs du quotidien, qui sont ceux liés au domicile-travail, en faisant baisser massivement l'usage de la voiture. Voilà. Et ça reste à inventer. Alors je vous ai mis ici l'impact de la gestion communale de l'urbanisme sur la mobilité. Vous avez l'aire urbaine de Lyon. En jaune, il n'y a personne. En rouge, c'est très dense. Vous avez Oslo. Vous voyez la différence? Ici, on a concentré l'habitat le long des axes de transport. Ici, il y a 10 communes. Là, j'ai 520 communes. Voilà le résultat de la gestion communale de l'urbanisme. Chacun raisonne à son échelle et l'intérêt communal n'est pas l'intérêt général, dans ce cas présent. Donc, si on veut revoir, il faut agir sur l'urbanisme. Ça prendra sans doute des impacts de 15 à 20 ans, mais si on ne fait pas ça, je peux vous dire que ce sera très compliqué pour les ingénieurs et autres que nous sommes à trouver des solutions qui essayent de réparer les problèmes de structure. Et donc, on a un vrai enjeu sur la réforme de la gouvernance territoriale dans ce pays. Ce n'est pas un problème entre l'État et les collectivités, c'est un problème entre les collectivités entre elles. Les communes, aujourd'hui, dans le périurbain, ne peuvent plus avoir la totale liberté de l'urbanisation. Parce que ça conduit à ça. Et ça, c'est très compliqué derrière à gérer, la mobilité. Vous avez sur le report modal, alors ça c'est la bonne nouvelle, on a regardé sur 52 agglomérations, le laboratoire d'économie des transports de Lyon, la corrélation entre la part modale de la voiture et la part modale des transports en commun. Cette corrélation est de 0,96, c'est pratiquement une droite. On ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que là où vous avez les transports en commun qui marchent, l'usage de la voiture, il baisse. Pourquoi? Parce que ce sont des déplacements longs et qui sont nettement moins chers que la voiture. Et donc ça fonctionne super bien. Toutes les villes sont sur la droite. Et donc, si on veut effectivement faire baisser l'usage de la voiture, il va falloir, dans les grandes aires urbaines, qu'on agisse simultanément sur 4 axes. D'abord des infrastructures, des parcs relais, voitures et vélos. L'Île-de-France, 3 millions de voitures en circulation, j'ai 30 000 places de parcs relais. Ils sont évidemment tous saturés. C'est pareil partout dans toutes les villes. On a une offre qui est inférieure à 30 ou 40 par rapport à ce qu'il faudrait. Il faudra des voies réservées pour les cars, pour les cars, le covoiturage. Il faudra des pistes cyclables, pas là où on les fait aujourd'hui. Il faudra des outils de gestion de trafic pour optimiser. Donc là, il y a besoin aussi d'informatique. Il faudra des cars express, des trains et des tramways. Cars express, pourquoi je les ai mis avant? On mettra 10 à 15 ans à remonter le système ferroviaire. On ne peut pas attendre par rapport à l'échéance de 2030. Mettre en place, et ça fonctionne, sur des autoroutes qui accèdent à des agglomérations, des voies réservées pour des cars qui, en heure de pointe, sont, par exemple, toutes les 2-3 minutes. Pratiquement sans arrêt, avec une voie réservée, ça fonctionne super bien. C'est des services où les gens s'y retrouvent. Ils gagnent, par exemple, entre le sud de Paris et une gare de RER qui s'appelle Massy, vous gagnez 20 minutes par trajet, 40 minutes par jour, fois 20 jours. Vous pouvez faire le calcul, et ça vous fait une économie de 200 € par mois par rapport à la voiture. Ça fonctionne même super bien. Voilà. Donc ça, on sait faire, et ça coûte pas cher en plus. Il faudra ce qu'on appelle le MAS, un accès simplifié à toutes les offres de manière intégrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre un titre de transport, c'est extrêmement compliqué. Si en plus on vous dit qu'il faut que vous preniez un vélo, un train et un transport en commun urbain, et qu'évidemment ces 3 systèmes n'ont pas le même système de paiement ni d'abonnement, etc., c'est juste une galère. Et donc la complexité ne facilite pas l'usage. Donc il faudra faciliter ça. Et le vrai truc, c'est ça, c'est la tarification et le financement. Alors, le chiffrage a été fait de ce paquet-là, je vais passer assez vite. On sait qu'il faudra grosso modo une 50aine de milliards. Ça nécessite de doubler les budgets de transport actuels. Ce n'est pas hors de portée d'un pays comme la France, qui est un pays riche. Mais c'est un effort significatif. Voilà, il faut accélérer. C'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut plus attendre. Ce qu'on faisait avant en 30 ans, là aujourd'hui, il faudra le faire en moins de 10 ans. Et donc, il va falloir vraiment accélérer. Et c'est ça la difficulté. Alors, on a des solutions. Premièrement, réduire les coûts.
Alors, les coûts de la SNCF au train kilomètre, c'est 2 fois ceux de la Deutsche Bahn. 18 € versus 9. Et on l'a bien vu, au premier appel d'offres qui a été fait en région sud, la SNCF et Transdev, qui ont chacun gagné un lot, ils ont répondu à des budgets 2 fois inférieurs au budget précédent. C'est-à-dire que pour le même budget, la région met 2 fois plus de trains. Un monopole vit toujours sur le dos des autres. Voilà. C'est juste... il n'a aucune incitation à innover et il va juste investir, faire du lobbying pour faire durer sa rente de monopole. C'est vrai pour Google, c'est vrai aussi pour la SNCF et c'est bien ce qui se pratique dans ce pays. Et donc, si on mettait en concurrence la RATP et la SNCF sur leur périmètre respectif, on pourrait dégager au minimum 2,5 milliards à 3,5 milliards d'euros par an. C'est énorme. Voilà. C'est énorme, mais il faut le faire. Donc, on en a sous la pédale. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Redéployer les moyens là où sont les besoins. Aujourd'hui, on a un fétichisme ferroviaire qui est incroyable. On dit qu'il faut faire rouler des trains. Le but, c'est pas de faire rouler des trains. Qu'un cheminot parle comme ça, je comprends. Mais moi, je veux aller de A à B. Si c'est dans un car qui part à l'heure, qui arrive à l'heure, qui tombe pas en panne, je prends. Voilà. Et on a pas mal de gens qui sont passés du train au car pour des questions de fiabilité, tout simplement. Quand vous êtes sur des déplacements obligés, et moi je peux en parler d'expérience, si le soir quand vous rentrez vous n'êtes pas sûr d'avoir votre train parce qu'on vous l'aura supprimé sans vous prévenir que vous avez des gamins à les récupérer à l'école ou sur une nounou, bah, vous ne faites plus, vous faites 1 fois, 2 fois, et puis après vous arrêtez, vous faites autrement, quoi, parce que c'est plus possible. Et donc on a aujourd'hui un taux d'occupation des TER qui est en moyenne de 25%, alors qu'en heure de pointe sur les grandes agglos c'est 100%. Et vous discutez avec des responsables de région, ils savent qu'il y a des lignes de train qu'on maintient, on payerait une voiture neuve à chaque passager, ça coûterait nettement moins cher. Voilà. La Cour des comptes vous dit qu'un abonné vous coûte 12 000 € par an d'argent public. C'est juste dingue. 1000 par mois, quoi. 1000 par mois. Donc voilà, il faut... Voilà. Et puis on a parfois des offres de bus surabondantes ou de transports en commun qu'on pourrait déployer ailleurs. Alors ça va commencer à taper dans le dur. Retrouver des capacités de financement. Il faut retrouver un ratio recettes sur dépenses de 50%. Donc les partisans de la gratuité n'ont juste rien compris. Ils ont fait une analyse... Il y a une bonne question sur la tarification des occasionnels, qui est extrêmement élevée par rapport aux abonnés, mais ils y répondent de manière paresseuse. C'est vraiment un problème d'offre et pas un problème de demande. Et donc, il faut qu'on retrouve des capacités de financement. Et donc, pour ça, il faut qu'on revienne à 50%, là où on en était en 1990. Donc, ce n'est pas non plus hors de portée. C'est ce que fait Lyon depuis 20 ans. Et ça marche bien. Ça dégagerait 6 milliards par an. C'est pas rien, c'est même énorme. Voilà. Il faudra qu'on tarifie l'usage de la voiture dans les grandes agglomérations, au même titre que les autres modes de transport. Ça fait sauter. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne dit rien sur les ZFE et on dit le péage urbain, c'est antisocial. Tout ça parce que ça fait appel au signal prix. Et la pensée française, c'est vraiment ça, c'est interdire et subventionner. Avec les interdictions, comme les ZFE, j'interdis les voitures anciennes, derrière vient toujours la subvention. Et ça met le politique au centre. Je vous protège, je vous aide. Voilà. Donc les politiques adorent ça. Et nous, Français, qu'on déteste l'État centralisateur, mais on demande toujours à ce que quelqu'un fasse le job à notre place. Et donc, on fait un truc qui va mettre de la contrainte sur les plus pauvres, ceux qui possèdent les voitures anciennes, qui va coûter de l'argent, parce qu'en plus, je vais financer l'achat de voitures neuves, ce qui est juste un comble, et des systèmes de contrôle. Ça ne rapporte rien, ça fracture la société, ça renforce ceux qui sont encore plus dans des situations difficiles, ça renforce leur précarité, c'est socialement régressif, et on ne dit rien. Tandis que le péage urbain, c'est un scandale. Il y a des villes qui font ça, notamment en Europe du Nord, Oslo, Göteborg, les derniers qui s'y sont mis, Stockholm, Trondheim, etc. Et pourtant, c'est des pays riches, notamment la Norvège. Ils auraient pu s'appuyer sur leur manne pétrolière, ils ne l'ont pas fait. Et l'idée, c'est de faire payer un tarif assez faible, 1 à 2 € par jour ouvrable, donc pas les week-ends, c'est-à-dire pas quand j'ai de la congestion. Et on pourrait ajouter, j'exonère les 2 premiers déciles de revenus. Quand je fais ça, je dégage une recette pour financer un programme de transport en commun. Et c'est ça qui est important. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. Le péage urbain, c'est un moyen de financement pour financer une alternative plus favorable. Et c'est socialement, ça permet de faire un transfert d'argent entre les plus riches et les plus pauvres, si on exonère les plus pauvres. Et donc c'est quand même nettement plus juste, en fait. Mais on a cet imaginaire dans notre pays que dès qu'on touche au signal prix, c'est forcément injuste. Les mesures d'interdiction sont souvent beaucoup plus injustes et beaucoup plus coûteuses.
Voilà. Et puis, valoriser les externalités positives des transports en commun, parce que tout simplement, ça émet moins. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, quelques mesures avant de conclure. Premièrement, il faudrait transférer les routes aux autorités organisatrices de la mobilité, métropoles et régions. Quand vous voulez faire des voies réservées pour le covoiturage ou pour les bus, aujourd'hui, vous n'avez pas la main dessus. Donc vous êtes obligé de discuter avec les départements, avec l'État, avec les autoroutes, etc. Bon, transférons tout ça dans les mains de ceux qui ont à faire le service, et vous verrez, ça ira très vite. La région Réunion, en quelques mois, a déployé une voie réservée sur ces 2 fois 2 voies, et ça fonctionne très très bien. Donc, deuxièmement, ça c'est disruptif, permettre aux métropoles de déployer les transports en commun routiers et ferrés depuis le périurbain jusqu'à 1 heure de temps de parcours. Pourquoi aujourd'hui les métropoles subissent les nuisances de la voiture, mais n'ont aucun moyen d'agir, puisque les TER, c'est la région. Et que les bus, dès qu'ils sortent de leur périmètre, c'est la région. Donc si les régions et la métropole ne se mettent pas d'accord, il ne se passe rien. Et je peux vous dire, il ne se passe rien en France, sauf peut-être quelques cas, Aquitaine avec la métropole de Bordeaux. Mais ailleurs, il ne se passe rien. Le terrain de jeu électoral fait que la région s'occupe du rural, la métropole s'occupe de l'urbain, et on néglige tous les flux qu'il y a entre ces 2 zones. Voilà. Il faudra étendre le périmètre des métropoles à l'échelle de l'aire urbaine, favoriser le regroupement de communes, avoir un poids des communes dans des EPCI, les établissements publics de coopération intercommunaux, donc en fait les communautés de communes, les agglomérations si vous voulez, strictement proportionnelles à leur démographie, et avoir une élection au suffrage universel direct. Qui connaît le nom du patron de la métropole de Lille? La ville de Martine Aubry. Normal, personne, c'est le maire d'un bled de 1800 habitants. Vous avez des coalitions, et ça se retrouve dans pratiquement toutes les grandes agglos, des coalitions de petites communes qui pèsent, d'un point de vue démographique, qui pèsent très peu de monde, mais d'un point de vue politique, pèsent beaucoup, puisque chaque commune doit être représentée, et donc qui vont contre la ville-centre et se font élire. On est en train de fragiliser les locomotives de ce pays. Les locomotives, c'est les agglos. Et on les fragilise avec des gens qui ont surtout un centre de gravité de préoccupation sur la place de village, la rue Tartampion, alors qu'on a des enjeux beaucoup plus importants de mobilité, de développement économique, d'aménagement. Et on affaiblit, par cette gouvernance atrophiée, nos métropoles. Il faudra sortir le réseau ferré du périmètre de la SNCF. On est le seul pays qui avons fait... on l'avait sorti, on l'a remis. On est le seul pays au monde à avoir fait ça. Voilà. Ça s'appelle le lobby de la SNCF. Et puis, il faudra faire porter le coût du financement du réseau par l'État et non par les péages. Je ne vais pas rentrer, c'est un peu technique. Et enfin, évaluer les projets sur la base du coût sociétal de la tonne de CO2 évitée. Les mesures en faveur du véhicule électrique, aujourd'hui, ça coûte 400 € la tonne de CO2 évitée. Est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable? Voilà. La valeur de la taxe carbone est à 47. 400 € la tonne de CO2 évitée. Voilà, conclusion. Donc, une priorité, les déplacements en centre-périphérie au sein des premières couronnes. Ça, si on veut vraiment décarboner les mobilités, c'est vraiment là où il faut faire centrer l'effort. On a les solutions. On a des solutions, on sait ce qu'il faut faire en fait. La question, c'est comment financer. Et donc, pour revenir sur Greta et les Gilets jaunes, le GIEC il nous dit qu'il faut 3% du PIB chaque année à la décarbonation de nos économies. Voilà, ça fait 70 milliards par an en France. Voilà, donc je vous ai mis, voilà, c'est le montant de l'impôt sur le revenu. Qui est pour multiplier par 2 l'impôt sur le revenu? Voilà, je ne vais pas rencontrer un grand succès. Qui est pour multiplier par 3 l'impôt sur les sociétés? Oui, alors là, on va commencer à se dire, si on fait ça, il y aura peut-être des répercussions économiques. Qui est pour augmenter la TVA de 50%? Personne. Et qui est pour plus que doubler la TICPE, taxe sur l'essence? Personne non plus, évidemment. Donc vous voyez, quand la maîtresse d'école, Greta Thunberg, qui vous disent « vous foutez rien, vous êtes des nuls », etc., et les gilets jaunes, qui dès que vous posez une oreille, manifestent bruyamment, la voie pour les politiques, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est quand même les pires jobs du moment, c'est quand même être politique aujourd'hui. Donc soyons un peu indulgents. Ayons un peu d'empathie. Voilà. Alors, on a 2 scénarios. Soit on fait comme aujourd'hui, business as usual. Donc on continue, on augmente les contributions publiques aux mobilités individuelles, comme la gratuité, et on fait de la régulation par la congestion. Le péage qu'on fait aujourd'hui, c'est un péage temporel. Les gens sont dans leur bagnole, ils n'ont pas d'autre solution, ça crame de l'essence, ça pollue, et surtout, ils perdent beaucoup de temps. Mais le temps, c'est eux qui le payent. Et donc, c'est le schéma que, implicitement, on a mis en place dans ce pays depuis 20 à 30 ans. Impact très lent sur les émissions de CO2, nul. Nul même, on peut dire. Hein. Elles n'ont pas bougé depuis 30 ans sur la voiture. Et puis, on augmente les inégalités territoriales. C'est-à-dire quand le prix de l'essence augmente, ceux qui sont obligés de faire beaucoup de kilomètres et qui n'ont pas d'autre solution de rechange et qui ont des revenus un peu serrés,
Ça commence à faire. Voilà. Soit un scénario 2, on finance les mobilités à l'usage pour accélérer le déploiement d'alternatives avec les solutions que j'ai proposées. Alors, on peut faire baisser massivement le trafic routier, on peut améliorer le pouvoir d'achat des gens concernés, 200 € par mois, et on peut améliorer la qualité du cadre de vie. C'est possible, on a les solutions. Il faut mettre en place les alternatives et ensuite la contrainte. Aujourd'hui, on met la contrainte sans les alternatives. Donc forcément, ça génère quelques frottements. Et la vraie question, et comme toujours dans les sociétés, c'est comment être efficace et juste en même temps. Je veux vous livrer quelques citations. Esther Duflo, qui dit une chose, enfin, c'est évident, mais c'est bien qu'elle l'écrive. Voilà. C'est un des principaux moyens, la mobilité, d'égaliser les niveaux de vie sur les territoires. Lorsque vous favorisez la mobilité, vous permettez à des gens de trouver un job. S'ils ont un rayon d'action limité, ça sera plus compliqué. Sinon, ils sont obligés de déménager. Déménager, ce n'est pas facile. Vous perdez tout un réseau de relations, ça coûte de l'argent, donc peu de gens déménagent. En tout cas, quand vous êtes en situation de risque, c'est compliqué. Il faut vraiment que vous craigniez pour votre vie. C'est les réfugiés, c'est aussi, pour ceux qui connaissent des pays en développement comme en Inde, des gens qui quittent leur village pour aller en ville, s'entasser dans les bidonvilles, parce que s'ils restaient dans leur village, ils crevaient de faim. Et en ville, c'est moins pire, même si c'est pas facile. Hervé Lebrac, un géographe bien connu, remarquable ouvrage, Se sentir mal dans une France qui va bien, je vous le recommande, avec plein de cartes. Il vous dit ça, voilà, que l'usage à voiture, c'est le fait des ouvriers. Les usines ne sont pas desservies par les transports en commun. Ceux qui prennent le plus les transports en commun, c'est les cadres, parce qu'ils habitent en centre-ville. Donc c'est le fait des ouvriers, des agriculteurs, des paysans, pour qui elle est indispensable, à l'inverse des professions intellectuelles, se situant surtout dans les grandes villes. Et il dit ça, la tâche du politique, c'est de rétablir de la circulation entre périphérie, campagne, grande ville, CSP, génération. Beau programme. C'est vraiment ça qui attend le prochain titulaire de l'Élysée. Troisième point important, François Peyroux, qui est un économiste lyonnais, fondateur d'économie humaniste, qui disait aussi un truc assez évident. Dans les années 50, les gens se sont retroussés les manches et on a investi considérablement dans ce pays. On a investi pour redresser le pays. Et il disait ça, on ne peut pas faire et l'investissement et la consommation. Si je veux investir plus, je consommerai moins. Et investir plus, ça veut dire se priver aujourd'hui pour offrir un avenir meilleur aux générations futures. C'est ce qui s'est passé, là, après-guerre, jusqu'en 1970. En 70, 68, le slogan de 68, c'était... moi, j'avais 5 ans en 68, donc ça va. Hein, je me sens pas de cette génération, mais j'entends ça. C'était vivre sans temps mort, vous voyez l'importance du temps, et jouir sans entrave. C'était une société finalement assez consumériste, même si ils luttaient contre la société de consommation, mais leur slogan était assez consumériste. Il y a peut-être eu des excès, peut-être qu'il faudrait qu'on revienne un petit peu là-dessus et qu'on revienne sur de l'investissement. Alors, à l'heure du pouvoir d'achat, ce que je dis peut paraître surprenant, mais désolé, je pense qu'on n'y échappera pas. La question, il faut que ça se fasse dans la justice, et ce que disait Keynes, c'est ça, les politiques doivent faire des arbitrages entre équité, liberté et efficacité. Et il disait, les capitalistes ont failli en privilégiant efficacité et liberté au détriment de l'équité, et les communistes ont juste fait l'inverse. Bon, voilà. Si on veut réussir la lutte contre le réchauffement, il faudra qu'on arrive à concilier les trois. Merci. Bonjour, c'était pour savoir, vous avez pu intervenir où, du coup, avec parce que c'est bien structuré, c'est tout. Enfin, en vrai, c'est super, quoi. Et du coup, vous avez pu intervenir dans quelle métropole ou agglomération? Alors, moi, je suis intervenu à la métropole de Lyon, puisque j'y ai travaillé pendant 6 ans. Voilà, on a fait des trucs super pendant 6 ans d'ailleurs. Après, je travaille pour d'autres agglomérations et puis je suis beaucoup intervenu sur la construction de la loi d'orientation des mobilités, donc celle qui est passée en 2019. Et il y a eu une démarche qui s'appelle les Assises de la mobilité, qui visait à faire un diagnostic un peu des mobilités. Et ce que je vous ai dit là, c'est un diagnostic qu'on avait fait déjà il y a 3-4 ans, qu'on a affiné depuis, mais qui était quand même sur le fond celui-là.
Donc la situation par rapport aux Gilets jaunes, en fait, elle était vraiment connue. Et le ministère des Transports, ça je peux vous le dire, avait vraiment fait le job là-dessus, avec une concertation super large sur le territoire en 2017. Et je pense qu'il y a eu un bug dans la machine gouvernementale, puisque les messages, ils sont remontés, mais peut-être pas assez haut. Enfin bref, ils ont été stoppés. Et je pense que la crise des Gilets jaunes, on aurait vraiment pu se l'épargner. La crise des Gilets jaunes, ce n'est pas la taxe carbone. C'est qu'en 2018, vous avez une augmentation importante du prix de l'essence et l'alignement du diesel sur l'essence, qui a été vécu vraiment comme une agression, et les 80 km/h, qui a été vécu comme une agression. Donc il y a eu un sentiment d'agression de la part du monde urbain sur le monde périurbain. Et les gens sont devenus dingues, quoi. Voilà. Mais la taxe carbone, si vous voulez, ça pesait 3-4 euros par mois. L'augmentation du prix de l'essence était plutôt de l'ordre de 40 pour des gens qui font 2000 km par mois, quoi. Et donc 40, voilà, vous êtes au SMIC à 1200 euros, ça commence à faire. Bonjour, Tristan, dernière année. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des exemples? Ouais, on vous entend, c'est bon. Alors, en France, si vous voulez, au sein des métropoles, la métropole de Lyon vraiment avance vite et bien et est en avance parce qu'elle a eu les capacités financières, parce qu'elle s'est dotée des capacités financières pour le faire. Et ça s'est fait vraiment dans la ville-centre et maintenant on commence à s'étendre, mais c'est assez lent. En fait, moi, je pense que c'est trop lent par rapport aux enjeux qui sont là. Et une fois de plus, le terrain de jeu électoral fait que vous n'y êtes pas incité, puisque finalement vos électeurs, ils habitent dans un périmètre et les voitures viennent de l'extérieur. Alors Jean Viard avait une proposition iconoclaste, le sociologue Jean Viard, il disait il faudrait que les gens puissent voter là où ils habitent et là où ils travaillent. Ça ne se fera pas, mais je pense, si vous voulez, que prenez le cas de la mairie de Paris, qui est quand même une caricature d'espèce de cité interdite, voilà, qui se vit en isolat par rapport au reste du monde. Si les gens qui travaillent dans Paris, 1 million de personnes tous les jours, votaient aussi dans Paris, je peux vous dire que la politique de la maire de Paris serait sensiblement différente. Voilà, on serait beaucoup plus dans la coopération. Donc je pense que la solution, c'est d'étendre le périmètre des métropoles à l'échelle de l'aire urbaine. C'est beaucoup, mais certains l'ont fait. Reims l'a fait. Reims a étendu complètement, ils ont absorbé les communautés de communes aux alentours. Le problème, c'est qu'ils ont toujours un nombre important de communes, donc le conseil de communauté de la métropole de Reims, c'est 143 communes. Donc je peux vous dire que voilà, gérer une équipe de foot à 143, c'est plus compliqué qu'à 10, évidemment. Donc, mais c'est déjà un bon pas. Marseille avait une super stratégie, avant qu'ils virent leur président qui était en charge de cette stratégie. Et Marseille est à l'échelle de l'aire urbaine. Aujourd'hui, ils appellent ça la métropole des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communes sont en train de déshabiller la métropole pour financer leurs petits projets d'intérêt purement local. Et cette métropole va décroître. Hélas, hélas, du fait complètement de problèmes de gouvernance. C'est la clé du truc. Il y a d'autres questions ici? Mais pour répondre, je veux dire, vous prenez la ville d'Oslo, c'est une ville qui marche super bien. Voilà. Ça marche super bien. Des villes en Suisse aussi fonctionnent plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Donc il y a. Voilà. Mais juste pour terminer là-dessus, ils fonctionnent bien, mais globalement les parts modales sont pas très différentes. Pourquoi? C'est parce que vous avez l'offre alternative, mais il n'y a pas la contrainte. Et je suis désolé, si on ne met pas un peu de contrainte pour le changement de comportement, ça ne se fera pas. Le changement de comportement n'est possible que s'il y a une alternative, et ensuite, il faudra l'inciter. Et la contrainte se fait soit par les temps de parcours, c'est-à-dire je restreins l'espace de voirie, soit par le prix. Oui, bonsoir. Vous disiez très justement qu'il y a beaucoup de gens en dehors des métropoles qui viennent travailler en ville et donc qui engorgent beaucoup les villes.
Et effectivement, je pense que le secteur des entreprises a un rôle très important à jouer pour réduire cet engorgement. Bah, je pense en incitant un petit peu plus les gens à faire du covoiturage, évidemment les déplacements verts en vélo et tout. Et c'est vrai que moi je vais en discuter avec un ami. Aujourd'hui, il a une prime carburant à l'année dans son entreprise. Et en fait, voilà, il ne va pas s'embêter à faire du covoiturage parce qu'il a sa prime qui tombe. Et c'est un peu une logique individualiste, mais il ne veut pas s'embêter. Donc il y a, je dirais, effectivement, aujourd'hui une forme d'individualisme dans les comportements qui fait que, bah oui, c'est vrai que réduire son empreinte carbone, ça nécessite beaucoup de choses à mettre en place. Et par facilité, on ne le fait pas forcément. Et je pense que le monde de l'entreprise n'incite pas aussi suffisamment via des aides aux gens à avoir un comportement peut-être plus vertueux aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bon, je suis un peu cash, hein, excusez-moi, mais je pense qu'il ne faut pas aborder le problème sous l'angle de la morale. Voilà. Faut faire attention. Le terme individualiste est différent d'égoïste. On est dans une société individualiste, c'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'abord la personne. Regardez, moi je suis quand même frappé. Les gens sont quand même toujours en attente d'un service de l'État. Et quand les journaux, dans la campagne, on voit bien dans les journaux, les médias, on interviewe des gens de manière individuelle, ils vous racontent une situation individuelle et ils attendent que la puissance publique fasse quelque chose pour eux. Bon, c'est compliqué pour un politique de répondre à une multitude de situations qui sont extrêmement différentes. C'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, surtout dans un désir d'égalité absolue. C'est une mission impossible. Donc il faut se retrouver un destin commun. Voilà. Ernest Renan disait, ce qui fait une nation, c'est l'envie d'avancer ensemble vers quelque chose de plus. Dit autrement, Martin Luther King, il n'a pas commencé son discours à Washington en disant « j'ai fait un cauchemar », il a dit « j'ai fait un rêve ». Vous voyez, il faut mobiliser les gens sur des choses positives. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. On peut y arriver. Les entreprises, non, pour répondre à votre question plus précisément, les entreprises en France, dans le secteur sur un territoire donné, notamment les agglomérations, payent un impôt qui s'appelle le versement transport, qui finance les transports publics. C'est extrêmement coûteux. Ça représente 7 points de marge. C'est assis sur le coût du travail, c'est 2% de la masse salariale, ça représente 7 points de marge des entreprises. C'est ce qui sépare la France de la moyenne européenne. La France est le pays dont les entreprises ont le taux de marge le plus faible d'Europe. Il faut quand même avoir ça en tête. Hein. Voilà, il faut tenir un peu tous les termes de l'équation. Et donc, ces entreprises, dans le centre des métropoles, quand elles payent, enfin dans les métropoles, quand elles payent le versement transport, c'est pour que leurs salariés aient un service de transport. La difficulté, c'est que quand vous habitez dans la ville-centre, vous êtes une entreprise à ville-centre, vous avez ce service-là, vous êtes en première couronne, la plupart de vos salariés viennent à l'extérieur, vous payez l'impôt pour la ville-centre, mais vos salariés n'en bénéficient pas. Donc déjà, on a quand même un vrai problème, une fois de plus, de gouvernance territoriale sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu des articles assez récemment pour pointer du doigt les entreprises qui aidaient au versement, enfin, à l'aide qui a été mise en place par la LOM sur 500 € ou 600 € par an par salarié, en disant il y a des entreprises qui le font et d'autres qui ne le font pas. Celles qui ne le font pas, je pense qu'elles sont situées en première couronne ou en deuxième couronne. Elles n'ont pas de service. Il n'y a pas de service. Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Donc c'est un petit peu compliqué. La question du covoiturage. Le covoiturage, moi j'ai pas mal monté de projets de covoiturage sur la métropole de Lyon, avec Ecov notamment et d'autres. On y croit assez bien, quoi. On se dit le taux d'occupation des voitures en domicile-travail, c'est 1,04. Donc grosso modo, voilà. Il y a une personne par voiture, et on se dit, il suffirait de passer à 1,5, et ça ferait pas mal de solutions. Mais comme je vous le dis, comme les déplacements sont chaînés, vous avez une organisation de votre journée. Quand ce sont des déplacements dits obligatoires, il faut arriver à l'heure au travail. Vous ne pouvez pas dire à votre patron, j'arriverai à l'heure si je trouve un covoiturage. Si vous voulez. Et ça, c'est quand même un frein compliqué. Ce qui pourra faire décoller le covoiturage, je ne pense pas que ça viendra des entreprises. Elles pourront aider, et elles le feront sans doute. C'est des voies réservées. Parce que ce que veulent les gens, c'est des temps de parcours. Et si vous êtes sûr de pouvoir aller à votre boulot et de rentrer le soir, récupérer vos enfants sans être en retard, la pratique devrait décoller. Et les entreprises qui ont de plus en plus des difficultés de recrutement vont aider et s'intéressent de plus en plus à la mobilité de leurs salariés. Ça, c'est vrai.
Et ça, c'est des trucs qui fonctionnent. Il y a plein d'initiatives d'entreprises qui regardent où habitent leurs salariés, où est-ce qu'ils travaillent, et s'ils ont plusieurs filiales des antennes, il y a une boîte qui s'appelle 1 km à pied, là, montée par Laure Wagner, une ancienne de Blablacar, qui fait ça. Et je trouve ça, c'est des choses pratiques, intelligentes, et on peut faire des gains là-dessus de kilomètres. Donc voilà, je pense que les entreprises payent pas mal. Je pense il faut les intéresser en fait. Elles seront intéressées si elles ont des difficultés de recrutement. Il y a des outils qui permettent aujourd'hui, avec la loi d'orientation des mobilités, d'améliorer le financement de ces affaires-là, et elles devraient s'en saisir. Voilà. Ça monte en puissance, on le sent quand même. Encore. Du coup, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Et bonne soirée à tout le monde.